Je me souviens encore du froid de cette chambre de réveil. L'air qui sentait vaguement l'éther et le bouillon de légumes. J'étais partie pour une longue opération, en me disant que lorsque j'ouvrirais les yeux, il y aurait des mains chaudes qui attendraient les miennes. Les voix de mes enfants, me disant que tout s'était bien passé, que j'étais en sécurité. À 68 ans, je connaissais les risques. Ce matin-là, quand l'infirmière m'a emmenée au bloc, j'avais murmuré une prière. Laissez-moi vivre assez longtemps pour les revoir, pour quitter ce monde en sachant que j'avais compté pour ceux à qui j'avais tout donné. Quand j'ai ouvert les yeux des heures plus tard, vaseuse et endolorie, il n'y avait pas de visage familier. Juste une lumière fluorescente qui grésillait au-dessus de ma tête et un dossier médical au pied de mon lit. Une infirmière, Amélie, m'a souri doucement en ajustant ma perfusion. « L'opération s'est bien passée, dit-elle. Vous allez avoir besoin de repos et de patience. Mais vous, vous en êtes sorti à merveille. » Jay hochait la tête faiblement, forçant un sourire. Je me suis dit que les enfants avaient dû être retardés. Peu être les embouteillages, peu être l'angoisse, tout sauf l'indifférence. Le premier jour est passé, puis le second. Pas un appel, pas une seule visite. Je me racontais des histoires pour combler le silence. Ma fille Sophie devait jongler avec les petits-enfants. Mon fils Julien avait des dossiers urgents au travail. Il devait sûrement prendre de mes nouvelles auprès des infirmières. C'était plus facile à croire que d'affronter la vérité vide qui me serrait le cœur. Le troisième matin, j'ai surpris 2 infirmières qui discutaient juste derrière le rideau. « Ces enfants sont venus, n'est-ce pas ?» demanda l'une. L'autre baissa la voix, mais j'entendis suffisamment. « Oui, mais pas pour la voir. Ils ont parlé au bureau des admissions. Quelque chose à propos d'autorisation, d'accès à la succession. Une pause. Vous imaginez? Leur mère est en convalescence, et eux sont au bureau en train de signer des papiers. Mon pouls s'est accéléré. Jay fermait les yeux, feignant de dormir quand Amélie est entrée pour prendre mes constantes. Le bip de la machine m'a trahi, s'accélérant au rythme de ma panique. Amélie s'est penchée et a murmuré « Ne laissez pas leur choix vous affecter maintenant. Concentrez-vous sur votre guérison. Mais comment le pouvais-je? Comment guérir quand le couteau n'est pas seulement dans votre poitrine, mais aussi dans votre dos ?» Plus tard cet après-midi-là, une amie de la paroisse, Martine, est passée. Elle portait un bouquet de pivoine, vive, joyeuse, presque un défi à la blancheur stérile de la chambre. « Votre boîte aux lettres était pleine à craquer, dit-elle. J'ai pris ce que je pouvais. » Elle m'a tendu une épaisse pile d'enveloppes, des factures, des relevés de compte. Par habitude, Jen a ouvert une, les mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre de la banque, un bordereau de retrait, signé non pas par moi, mais par mon fils, Julien. Ma ligne de signature était vide. Mon compte d'épargne, l'héritage que mon défunt mari m'avait laissé avait été vidé. Une autre enveloppe contenait des avis d'impôts fonciers redirigés vers l'adresse de ma fille, Sophie. Une troisième contenait un reçu pour une expertise de bijoux. Mon alliance et ma bague de fiançailles, estimée à un chiffre qui m'a coupé le souffle. Je tenais ces papiers sur mes genoux, les regardant comme s'ils appartenaient à une autre femme. Certainement pas à moi. Certainement pas les enfants que j'avais élevés pendant les années de vache maigre, que j'avais habillés et nourris en faisant des doubles journées après la mort de leur père. Certainement pas les enfants dont j'avais payé les études avec l'argent que j'aurais dû garder pour mes vieux jours. Mais le déni ne peut vous protéger que si longtemps. La vérité était écrite à l'encre et en chiffres, juste devant moi. Ils avaient profité de la seule fenêtre de temps où je ne pouvais pas me défendre. Pendant que j'étais sous anesthésie, convaincu d'être entre de bonnes mains, mes propres enfants déplaçaient des signatures sur des bureaux, m'arrachant le peu de sécurité qu'il me restait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La douleur des points de suture n'était rien comparée au vide qui me rongeait la poitrine. Je fixais le plafond, murmurant le nom de mon mari. « Tu vois ça? Tu vois ce qu'ils nous font ?» Je l'imaginais secouant la tête de chagrin. Il m'avait toujours prévenu de ne pas les gâter, de ne pas tout leur donner sans jamais demander de la gratitude en retour. Je pensais que l'amour suffisait. Maintenant, l'amour ressemblait à un nœud coulant qui se serrait autour de ma gorge.
Le lendemain matin, Amélie m'a poussé dans le couloir pour une courte promenade. Mes jambes tremblaient, mes mains s'agrippaient à la rampe. En passant devant la salle d'attente, j'ai vu une famille blottie l'une contre l'autre. Un fils apportant un café à sa mère, une fille ajustant la couverture de son père. Cette vision m'a transpercé comme une nouvelle incision. Mes enfants auraient dû être là, eux aussi. Au lieu de cela, ils étaient Dieu sait où, célébrant peu, être leur nouvelle richesse, planifiant déjà comment se partager la maison une fois que je serais partie. Je suis retournée dans mon lit, essoufflée. Mais pas seulement à cause de l'effort. Quelque chose avait changé en moi. Un murmure que je ne m'étais jamais autorisée à entendre auparavant. S'ils peuvent tout prendre pendant que tu es impuissante, alors tu dois apprendre à te tenir debout, même si ton corps tremble encore. S'ils peuvent choisir la cupidité, alors tu peux choisir la liberté. Ce n'était pas encore de la rage, ni même de la résolution. C'était la première étincelle faible de quelque chose de dangereux, la conscience. Et une fois que la conscience prend racine, il n'y a pas de retour en arrière. L'hôpital m'a laissé sortir un après-midi blafard. J'aurais dû ressentir du soulagement en sortant, en respirant un air qui ne sentait pas le désinfectant. Au lieu de cela, une pierre me pesait sur l'estomac. Je serrais mes papiers de sortie, un sac en plastique de médicaments se balançant à mon côté. Le chauffeur de taxi m'a aidé à monter doucement, comme s'il sentait que j'étais fragile d'une manière qui n'avait rien à voir avec la chirurgie. Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux, à l'exception du vrombissement du moteur et de mes propres pensées. Les maisons défilaient, la vie ordinaire se déroulant, tandis que la mienne semblait s'être fendue par le milieu. Je me disais que j'allais entrer chez moi, m'enfoncer dans mon fauteuil familier, respirer la sécurité. Mais quand le taxi s'est arrêté devant la maison, l'angoisse s'est infiltrée dans mes os, l'herbe était haute, des journaux détrempés sur le porche, et pourtant les rideaux avaient été tirés différemment. Jay traînait les pieds jusqu'à la porte, Jay y attrapait mes clés, et je me suis figée. La clé que j'avais portée pendant des décennies n'entrait pas. Je l'ai tournée dans un sens, puis dans l'autre, mais la serrure restait obstinée. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Ma fille, Sophie, se tenait là, son expression à mi-chemin entre l'agacement et la surprise. « Oh maman, tu es en avance » dit-elle, s'écartant comme si j'étais une invitée, et non la femme qui avait construit cette vie entre ses murs. « Ma clé ne fonctionne pas » ai-je murmuré. « On a changé les serrures pendant que tu étais à l'hôpital, pour la sécurité. » Sa voix était légère, presque répétée. On ne sait jamais qui pourrait rôder. Je suis entrée dans la maison et elle m'a semblé immédiatement inconnue. Le tapis de l'entrée avait disparu. Les photos de famille avaient été réarrangées. Dans le salon, les meubles avaient été déplacés dans des positions rigides, artificielles. Les étagères que je me souvenais avoir époustées étaient vides. Les espaces là où les souvenirs de famille avaient reposé étaient évidents. L'ancienne horloge de mon mari, celle dont le tic-tac était comme un battement de cœur dans les nuits solitaires, avait disparu. « Où sont mes affaires ?» ai-je demandé, la voix plus vive que je ne le voulais. Ma fille a fait un geste dédaigneux de la main. « Oh maman, on te facilite juste les choses, moins de désordre, et puis tu n'as pas besoin de tous ces vieux bibelots, tu devrais te concentrer sur ta santé. » Elle m'a guidée vers un fauteuil que je reconnaissais à peine. Je me suis assise lentement, ma hanche me faisant mal. Mon fils, Julien, est sorti de la cuisine, une bière à la main, sa cravate desserrée. « Tu devrais nous être reconnaissante qu'on ait pris les choses en main, » dit-il nonchalamment. Les factures s'accumulaient. La maison avait besoin d'attention. Papa aurait voulu que nous gérions les choses. Gérer. Un mot si propre pour couvrir le vol. Je les ai regardés l'un après l'autre. Leur visage ne portait aucune culpabilité. Seulement de l'irritation que je sois revenue avant que leur histoire ne soit complète. Je voulais crier, exiger des réponses, mais quelque chose en moi m'a averti. Pas maintenant, pas pendant que j'étais faible et en convalescence. Alors, à la place, j'ai observé. Leur voix bourdonnait, parlant de responsabilité, de finances, de la façon dont je devrais envisager de déménager dans plus petit pour mon propre bien. Je hochais la tête quand il le fallait, mais mes yeux parcouraient la pièce.
Sur le comptoir de la cuisine, il y avait un trousseau de clés, jeté négligemment à côté du courrier non ouvert. Des doubles. Mon cœur cesse d'accélérer. Quand ma fille cesse de tourner pour répondre à son téléphone, je me suis penché légèrement en avant, mes doigts effleurant l'anneau de métal. D'un mouvement rapide, j'ai glissé une clé et l'ai cachée dans la poche de mon gilet. Personne n'a remarqué. Ils étaient trop occupés à parler par-dessus moi, à tracer des avenirs dans lesquels je n'étais qu'une ombre. Je me suis excusé tôt, me retirant dans ma chambre. Même là, l'invasion était claire. Des tiroirs à moitié vides, des vêtements déplacés, une boîte à bijoux disparue. Je me suis effondré sur le lit, respirant à travers la douleur, à travers l'humiliation. Cette maison ne m'appartenait plus. Mais la clé pressée contre mes côtes, dans sa cachette, une petite chose, froide et sans prétention, mais lourde de promesses. Cette nuit-là, pendant qu'ils riaient en bas, partageant une bouteille de vin en parlant de l'héritage qu'ils avaient déjà consommé, je suis resté éveillé, fixant le plafond. Mon corps me faisait mal, mais mon esprit s'aiguisait. Ils m'avaient dépouillé de mon argent, de mes souvenirs, même de ma dignité, mais ils avaient fait une erreur. Ils m'avaient cru trop brisée pour remarquer, trop frêle pour résister. Dans ma poche, je sentais le contour de la clé, me murmurant à moi-même « Tout n'est pas à vous ou pas encore ». Pour la première fois depuis l'opération, j'ai senti quelque chose comme du pouvoir vaciller dans ma poitrine. Petit, fragile, mais vivant. Les nuits sont devenues mes alliés. Pendant que la maison craquait sous les pas de mes enfants qui s'y déplaçaient comme s'ils en étaient les propriétaires, je restais éveillé, notant méticuleusement ce qui se passait. Leurs voix traversaient les murs fins, des rires, le tintement des verres, des discussions désinvoltes sur des investissements et la liquidation des actifs. Ils parlaient comme des partenaires commerciaux, pas comme des enfants vivant sous le toit de leur mère. Jay cessait d'attendre de la gentillesse. Au lieu de cela, Jay commençait à regarder. La façon dont ma fille ouvrait mon courrier sans hésitation. La façon dont mon fils laissait traîner des dossiers bancaires sur la table de la salle à manger, sans jamais imaginer que je puisse être encore assez lucide pour les lire. Il supposait que l'âge m'avait émoussé, que la chirurgie m'avait ralenti, que le chagrin m'avait ramolli. Ils avaient tort. Une nuit, alors que la maison était enfin silencieuse, j'ai sorti un carnet de ma table de nuit. J'ai ouvert à la première page blanche et j'ai écrit un seul mot en haut, perte. Puis j'ai commencé à documenter. 4 juin, opération de la hanche. 3 200 €, retrait de l'épargne. 6 juin, transfusion sanguine, pas de visite. Reçu d'expertise de bijoux trouvés. Alliance estimée à 5 000 €. 10 juin, début de la kinésithérapie. 9 000 € déplacés du compte de succession vers le compte de Julien. Ligne après ligne, j'ai tout consigné. Les dates où j'étais branché à des machines, apprenant à respirer, correspondaient aux jours où il vidait les comptes et mettait en gage mes souvenirs. Chaque entrée aiguisait la trahison, transformait la douleur en preuve. Le carnet devenait lourd d'encre. Parfois, je voyais mon reflet dans la fenêtre, la silhouette d'une vieille femme penchée sur son bureau. Pourtant, en y regardant de plus près, je ne voyais pas la défaite. Je voyais un témoin. La voisine bonne face, Madame Dubois, m'a fourni une confirmation sans le savoir. Elle m'a arrêté sur le porche un après-midi. « Vos enfants ont bien fait la fête pendant que vous n'étiez pas là, dit-elle joyeusement. Des voitures allaient et venaient, des lumières allumées toute la nuit. On aurait dit que la maison était pleine. » Jay sourit faiblement, hochant la tête pendant que quelque chose se tordait au fond de ma poitrine. Donc, ils ne s'étaient même pas cachés. Ils avaient étalé leur arrogance au grand jour, organisant des fêtes dans la maison que j'avais construite, brique par brique, avec mon défunt mari. Ce soir-là, j'ai ajouté une autre ligne au carnet. La voisine confirme l'occupation. Bruit, visiteur, tard dans la nuit. Pendant que je guérissais, il transformait ma maison en hôtel. Plus j'écrivais, plus le brouillard se levait. Des souvenirs ont refait surface. La façon dont Julien avait un jour plaisanté sur le fait de vendre la maison pour se faire de l'argent. La façon dont Sophie avait insisté pour que je lui fasse confiance avec les comptes parce qu'elle était meilleure avec les chiffres. J'avais pris l'ambition pour de l'attention. Maintenant, dépouillé de mes illusions, je les voyais clairement. Des opportunistes déguisés en enfants,
Mais la clarté seule n'allait pas me protéger. Jay commençait à rassembler des preuves. Je me glissais dans le salon quand il ne regardait pas, photographiant les reçus avec mon téléphone. Je copiais les numéros de compte des papiers laissés sur le comptoir. Je glissais des documents dans la doublure de mon sac à main. Chaque nuit, je retournais à mon carnet, y attachant des preuves. Ce n'était pas la rage qui me faisait tenir. La rage brûle vite. Ce que je ressentais était plus froid, plus stable. Un soir, j'ai ouvert le tiroir du vieux bureau de mon mari. À l'intérieur, tout au fond, j'ai trouvé sa montre Gousset. Ternie, silencieuse, mais intacte. Il n'avait pas pensé à la prendre. Je l'ai tenue dans ma paume, son poids me ramenant à la réalité, un lien avec l'homme qui m'avait prévenu de ne pas tout donner en toute confiance. « Souviens-toi, Hélène, m'avait-il dit, les traces écrites comptent plus que les promesses. » Jay pressait la montre contre mon cœur. « Je m'en souviens maintenant, » ai-je murmuré. Le carnet, la clé volée, les photographies, mes enfants pensaient que l'histoire était déjà écrite, mère frêle, dépendante, reconnaissante, facilement mise de côté, mais ils avaient fait une erreur de calcul. Je n'écrivais pas le dernier chapitre. J'ébauchais un plan. Au moment de fermer le carnet cette nuit-là, la dernière ligne que j'ai griffonnée n'était pas sur la perte. C'était une promesse. Ils ont pris pendant que j'étais faible. J'aiguirai pendant qu'ils sont aveugles. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté l'hôpital, j'ai dormi sans larmes. L'astuce pour survivre, ai-je appris, ce n'est pas la force, c'est le silence. Après des semaines à rassembler des papiers, j'ai compris que je ne pouvais pas les affronter directement. Si j'explosais trop tôt, ils tordraient mes mots et renforceraient leur emprise. Non, je devais agir dans l'ombre. La première étape fut la connaissance. Je me suis éclipsée un matin sous prétexte d'un rendez-vous chez le médecin. Le taxi m'a conduite dans un petit cabinet d'avocats en centre-ville. L'avocate, une femme à peine plus âgée que ma fille, m'a écoutée sans m'interrompre pendant que j'étalais les copies des relevés bancaires, les reçus et mon carnet. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Légalement, la maison est toujours à votre nom. Vos comptes aussi. S'ils ont accédé à des fonds sans autorisation, il peut y avoir fraude. Voulez-vous porter plainte ?» La question est restée en suspens. Jay pensait aux tribunaux, aux juges. Jay imaginait la justice. Mais j'ai aussi imaginé leur sourire narquois, leurs larmes de crocodile, leur capacité à me dépeindre comme la vieille femme confuse qui ne comprend rien à ses propres finances. J'ai secoué la tête. Pas encore. Je ne veux pas me battre sur leur terrain. Je veux la liberté. L'avocate m'a regardé. Alors vous devez sécuriser ce que vous avez encore. Elle m'a donné une liste d'étapes que je pouvais suivre discrètement. Je l'ai pliée soigneusement. Quand je suis rentrée à la maison, ma fille riait au téléphone dans la cuisine. Mon fils a levé les yeux de son ordinateur portable et n'a rien demandé, ne soupçonnant rien. Jay montait les escaliers, leur aveuglement était ma couverture. La deuxième étape était l'accès. Cette clé que j'avais empochée. Je suis allée chez un serrurier et en quelques minutes, j'avais 2 doubles cachés au fond de mon sac. S'ils essayaient à nouveau de me mettre à la porte, je ne serais pas prise au dépourvu. La troisième étape était la preuve. La nuit, quand ils sortaient dîner, je me déplaçais comme un fantôme. Je photographiais les ordres de virement signés. J'ouvrais les tiroirs, documentant les objets de valeur manquants. Dans le grenier, j'ai trouvé des cartons étiquetés à mon nom qui avaient été fouillés, des souvenirs éparpillés. Chaque découverte alimentait ma résolution. C'est lors d'une de ces recherches nocturnes que j'ai retrouvé la vieille montre de mon mari cachée derrière des décorations de Noël. Je l'ai tenue contre ma paume. Il ne l'avait pas mise en gage, peut-être parce qu'il ne connaissait pas sa valeur. Pas en argent, mais en mémoire. Cette montre est devenue mon talisman. Le plan s'est formé, je n'allais pas me battre pour des miettes sous leur toit, je n'allais pas supplier pour qu'on me rende ce qui m'appartenait, j'allais attendre, me préparer, et quand le moment viendrait, je reprendrais le contrôle. Un soir, ma fille s'est penchée dans ma chambre, souriant trop fort. « Maman, on parlait, peut-être que tu devrais envisager d'aller dans une maison de retraite bientôt, moins de stress pour toi. »
On s'occuperait de la maison pour toi. Jay soutenu son regard, le cœur battant, mais le visage calme. C'est gentil d'y penser, ai-je dit d'une voix égale. J'y réfléchirai. Elle est partie, satisfaite de ce qu'elle pensait être de la docilité. Elle n'a pas remarqué le carnet ouvert sur mon bureau, ni la photographie de sa signature sur un bordereau de banque glissé entre les pages. Elle n'a pas remarqué que pendant qu'elle planifiait mon expulsion, je planifiais déjà la sienne. La nuit, la montre dans ma paume et la clé sous mon oreiller, je me suis fait un serment. Quand ils me croiront la plus faible, je serai la plus forte. Quand ils riront, je partirai. Et quand ils verront enfin la vérité, il sera trop tard pour défaire ce que j'aurais fait. Le silence de la maison ne m'étouffait plus. Il m'alimentait. Ces murs répondaient toujours à mon nom. Et bientôt, je le rappellerai à mes enfants. La maison semblait toujours bruyante avec eux. Mais une semaine, fin août, le silence est tombé. Ils étaient partis en vacances. Sophie jonglant avec son téléphone et ses passeports, comme si j'étais invisible dans l'embrasure de la porte. « Ne forcez pas trop pendant qu'on est parti, dit-elle sèchement. Et puis ils sont partis. C'était mon moment. » Le lendemain matin, j'ai y appelé le serrurier. Il est arrivé avec une efficacité tranquille. « De nouvelles serrures sur chaque porte, » lui ai-je dit fermement. « Personne ne doit pouvoir utiliser les anciennes clés. » Il m'a jeté un regard curieux, mais je n'ai pas scellé. Le bruit de sa perceuse était une musique pour moi. Chaque tour de vis était une note dans une symphonie de libération. Quand il m'a tendu la petite enveloppe contenant les nouvelles clés, j'ai refermé ma main dessus comme sur un trésor. Le deuxième appel fut pour une agente immobilière. Une femme nommée Marguerite est arrivée le lendemain, vive et à l'œil perçant. Elle a parcouru les pièces, prenant des photos. « C'est une bonne propriété, dit-elle. Bon emplacement, spacieuse, elle devrait se louer à un bon prix. » Jay hochait la tête. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais pas en train de réagir. Jay glissait. Pendant que Marguerite préparait l'annonce, j'ai commencé à trier. Pas avec nostalgie, mais avec précision. Les biens que mes enfants avaient déjà réclamés dans leur esprit, je les ai laissés. La porcelaine que Sophie voulait, le bureau que Julien convoitait, je les ai mis de côté, comme un appât. Mais le couvre-lit que ma mère avait cousu pour moi, les lettres de mon mari, la montre Gousset, ceux-là, je les ai emballés avec soin. Je ne me contentais pas d'emballer des possessions. Je me débarrassais d'années de culpabilité. À la fin de la semaine, la maison était prête pour les locataires. Marguerite a amené un jeune couple avec un bébé. Ils ont parcouru les pièces avec de grands yeux, s'imaginant leur avenir ici. Je regardais en silence. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais pas d'amertume. La maison était devenue une coquille vide de promesses brisées pour moi. Mais pour eux, elle pouvait être un commencement. Le contrat a été signé en quelques jours. Le loyer a été viré sur mon compte privé, celui que j'avais ouvert discrètement sur les conseils de l'avocate. Quand j'ai tenu le premier avis de virement, mes genoux ont presque fléchi. Pas à cause de l'argent, mais à cause de ce qu'il représentait, l'indépendance. Il restait une dernière étape. Jay traversait la maison une dernière fois. Je me suis attardée dans la chambre que j'avais partagée avec mon mari. Jay laissait une enveloppe sur la cheminée. À l'intérieur, une copie de mon carnet, une photographie de leur signature sur mes retraits et un seul mot écrit de ma main ferme. Pendant que je guérissais, vous preniez. Pendant que j'étais faible, vous avez choisi la cupidité. Cette maison n'a jamais été la vôtre, et maintenant elle n'est plus la mienne non plus. Elle appartient à des étrangers qui la respectent plus que vous ne l'avez jamais fait. Vous ne trouverez ici ni sécurité, ni héritage, ni accueil. Considérez les serrures comme ma réponse à votre trahison. Quand je suis sortie, j'ai verrouillé la porte derrière moi, j'ai glissé la clé dans ma poche, et je suis partie. Je ne me suis pas retournée. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans un modeste appartement de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas grand, mais c'était à moi. Le bourdonnement de la circulation était une berceuse comparée aux voix aiguës qui m'avaient hantée dans cette maison. Mon téléphone vibrait de messages de Sophie et Julien, mais je ne les ai pas ouverts. Pas encore. Je voulais qu'ils arrivent devant cette porte, leur valise à la main, et qu'ils ne trouvent rien d'autre que le rejet. Ils m'avaient crue impuissante. Ils avaient réécrit mon histoire sans mon consentement.
Mais j'avais tourné la page moi-même, et ils allaient bientôt rentrer chez eux pour découvrir que leur chapitre avait été effacé. Je n'étais pas là quand ils sont revenus, mais je peux l'imaginer si clairement. Un taxi s'arrêtant, Julien sortant le premier, ses lunettes de soleil perchées avec arrogance sur sa tête. Sophie derrière lui, traînant une valise brillante, ils s'attendaient à rentrer chez eux, au confort, au contrôle. Au lieu de cela, ils ont trouvé des locataires. J'imagine le moment. Julien montant les marches, sortant son ancienne clé, la forçant dans la serrure. Sauf que la serrure n'a pas bougé. Il a réessayé, plus fort cette fois, en jurant. Sophie l'a rejoint, fronçant les sourcils en sortant sa propre clé. Encore une fois, rien. La confusion a fait place à l'irritation. Et puis la porte s'est ouverte. Non pas sur le visage fatigué de leur mère, mais sur une jeune femme avec un bébé sur la hanche. Derrière elle, un homme est apparu. « Je peux vous aider ?» demanda la femme. « C'est notre maison » a aboyé Julien. « Non, ce n'est pas le cas » a répondu l'homme calmement. « Nous avons signé le bail la semaine dernière avec la propriétaire. » Le mot « propriétaire » a dû frapper Julien comme un marteau. J'imagine son visage devenant cramoisi. Sophie, plus prompte à paniquer, aurait collé son visage à la fenêtre, voyant les étagères vides, les murs nus. Leur héritage imaginaire, évaporé, les voisins ont remarqué, bien sûr. Madame Dubois, de l'autre côté de la rue, regardait la scène avec une satisfaction tranquille. Elle m'a raconté plus tard comment Julien avait crié, comment la voix de Sophie s'était brisée en m'appelant dans le silence. « Maman ? Maman, tu es là ?» Les locataires ont fermé la porte fermement, et pour la première fois, mes enfants se sont retrouvés à la porte non seulement d'une maison, mais de ma confiance. Quand leurs appels ont commencé, mon téléphone s'est allumé. Le numéro de Julien, celui de Sophie, message après message, des exigences, des supplications, des menaces à peine voilées. Je les ai laissés s'accumuler, le téléphone vibrant sur la table pendant que je remuais du sucre dans mon thé. Chaque vibration était un chant de victoire. Finalement, j'ai scotché l'enveloppe sur la porte d'entrée de l'ancienne maison comme je l'avais prévu. Les locataires ont accepté de la leur transmettre. À l'intérieur, j'avais placé les copies de mon carnet, les photos de leur signature et ma note. Pendant que je récupérais, vous preniez. Pendant que j'étais faible sur un lit d'hôpital, vous siphonniez mon héritage. Cette maison n'a jamais été la vôtre. Elle n'est plus la mienne non plus, mais elle ne vous appartiendra jamais. Ne frappez plus, n'appelez plus. Mon silence est ma réponse. Mon absence est ma liberté. Madame Dubois m'a dit qu'elle les avait regardés déchirer l'enveloppe sur le porche. Les lèvres de Julien se sont serrées en lisant les pages, les mains de Sophie tremblaient. Leurs voix se sont élevées dans la dénégation, l'incrédulité. Mais le papier ne ment pas. Une semaine plus tard, ils m'ont retrouvée. J'étais assise près de la fenêtre de mon nouvel appartement quand j'ai entendu le claquement rageur d'une portière de voiture. Des pas lourds dans l'escalier, puis des coups sourds à ma porte. « Maman !» La voix de Julien tonnait, brute de colère. « Ouvre cette porte tout de suite ! Je les ai laissés frapper, je les ai laissés transpirer. » Finalement, j'ai tourné la poignée. Julien est entré en trombe, les yeux fous. Sophie se tenait derrière, le mascara coulant. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» a exigé Julien. Les serrures sont changées. La maison est partie. Les locataires disent que tu as tout signé. Où est-il? Où est l'argent? Où est notre héritage? Jay fermait la porte doucement, calme face à leur tempête. Puis je me suis assise dans mon fauteuil et je l'ai regardé comme un parent regarde un enfant capricieux. Pas votre maison, pas votre héritage, pas votre vie à contrôler. La voix de Sophie cesse de briser. Comment as-tu pu faire ça? On pensait que tu serais toujours là. Jay rit, un rire amer et aigu. C'est ça le problème. Vous ne m'avez jamais vu comme une personne. Juste un filet de sécurité, un portefeuille, une maison qui attendait de vous rattraper. Eh bien, le filet est parti, les murs sont partis, et moi aussi. Les poings de Julien se sont serrés. Tu ne peux pas nous couper les ponts comme ça? Je l'ai déjà fait, ai-je dit simplement.
Le silence a rempli la pièce. Pour la première fois, ils avaient l'air petits. « Partez », leur ai-je dit, la voix stable. Et ne revenez pas. Sophie s'est effondrée, le visage caché dans ses mains. Julien a ouvert la bouche pour protester, mais s'est arrêté quand il a vu mon regard. Quelque chose en lui l'a reconnu. Une résolution qu'il ne pouvait pas plier. Ils sont partis sans un autre mot. Je suis restée assise, les mains tremblant légèrement mais le cœur léger. Pendant des décennies, j'avais été celle qui attendait, celle qui pardonnait. Mais ce jour-là, je n'étais rien de tout cela. J'étais libre. Les jours suivants furent étrangement calmes. Mon téléphone s'allumait encore, leur numéro clignotant, des messages vocaux s'empilant, parfois en colère, parfois suppliants. Je n'en ai écouté aucun. J'avais déménagé dans une modeste petite maison au bord de la mer, un endroit avec des volets blancs écaillés et un petit porche qui donnait sur l'océan. Ce n'était pas grand, mais c'était à moi. Chaque facture à mon nom, chaque clé dans ma poche. Au début, le calme me semblait lourd. Pendant tant d'années, j'avais été définie par le bruit. Maintenant, il n'y avait que le rythme doux de la mer. Je pensais que ce serait solitaire. Au lieu de cela, c'était comme de l'oxygène remplissant mes poumons. Les voisins m'ont accueilli avec une chaleur qui m'a surprise. Madame Garnier, veuve elle-même, est arrivée un après-midi avec un panier de citrons. On veille les uns sur les autres, ici, dit-elle avec un sourire. Jay trouvait des gens qui m'écoutaient non par devoir, mais par curiosité. Parfois, le soir, je m'asseyais sur le porche, tenant la montre gousset de mon mari dans ma paume. Il était toujours avec moi, dans les choix que j'avais enfin faits. Il m'avait toujours dit que la dignité valait plus que n'importe quel héritage. Je le comprenais maintenant. Je ne me faisais pas d'illusions, la douleur ne disparaîtrait jamais complètement. Le cœur d'une mère est têtu. Il y avait des nuits où les larmes venaient, où je murmurais leur nom dans le noir. Mais je me souvenais du lit d'hôpital, des relevés bancaires, de la façon dont ils m'avaient regardé, non pas comme une mère, mais comme une ressource à exploiter. Et la douleur se durcissait à nouveau en résolution. La famille, j'ai réalisé, n'est pas définie par le sang. Elle est définie par l'amour donné librement et le respect constamment montré. En ce sens, mes enfants avaient depuis longtemps cessé d'être ma famille. Ils n'étaient que des étrangers qui partageaient mon nom de famille. La vraie famille que j'ai trouvée était ici, chez ces voisins qui frappaient à ma porte pour savoir si j'avais besoin de courses, chez ces pêcheurs qui me saluaient de la main le matin. Ils m'ont donné ce que mon propre sang ne voulait pas me donner, la gentillesse sans condition. Jay changeait mon testament, non pas avec colère, mais avec clarté. Tout ce qu'il me restait n'irait pas à Julien ou Sophie, mais à des œuvres de charité, à des bourses d'études pour des enfants qui avaient vraiment besoin d'une chance. Jay signait les papiers, et pour une fois mes mains étaient stables. Un soir, alors que la marée montait, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le son des vagues m'envahir. Pour la première fois depuis des décennies, je n'attendais pas des pas devant la porte. Je n'attendais pas un appel qui ne viendrait jamais. Je n'attendais plus du tout. Cette vie était à nouveau la mienne. Jay murmurait dans le crépuscule, comme si je parlais à toutes les femmes qui avaient donné jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de choisir la paix plutôt que la douleur, la dignité plutôt que le devoir, la liberté plutôt que la peur. N'attendez pas que les années filent comme je l'ai fait. Votre vie est à vous, réclamez-la avant qu'ils ne vous la prennent. La mère a répondu dans son rythme sans fin, stable et sûr. Jay sourit. Le passé était derrière moi, verrouillé avec la maison qu'il ne récupérerait jamais. L'avenir s'étendait devant moi, vaste et vierge, aussi ouvert que l'horizon. Et pour la première fois depuis très très longtemps, je m'appartenais.